Ici Satou. Pour une raison inconnue, peut-être à cause d'un film que j'ai vu il y a longtemps, l'expression « chasse en montagne » me fait toujours imaginer des hommes armés de torches s'aventurant dans les montagnes dans l'obscurité. À mon avis, y aller la nuit est bien trop dangereux. Arrivé à une bifurcation, à environ une demi-journée de route de Gourourian City, nous avons retrouvé un chevalier, un vieil ami. Grâce à mon radar, j'étais déjà bien préparé à le rencontrer. Est-ce Sir Pendragon, s'il vous plaît, pourriez-vous me prêter un cheval? Je lui ai tendu une gourde d'eau, et il l'a vidée à une vitesse alarmante. C'était le chevalier du Temple Is, de Muno City. Des voleurs ont capturé la prêtresse de l'oracle. Je dois prévenir le vice-roi immédiatement. Quoi, mademoiselle Sarah est-elle en danger? L'expression « prêtresse de l'oracle » m'a fait fouiller ma carte en hâte, mais mademoiselle Sarah semblait en sécurité à Gourourian City. Il devait parler d'une autre personne. Vas-y, utilise ce cheval, alors. Je lui ai donné les rênes de la monture habituelle de Nana, le plus rapide des chevaux que nous avions. Il a semblé un peu surpris en les acceptant. Il ne devait pas s'attendre à ce que ce soit si facile. Son pardessus en lambeaux était couvert de terre, de feuilles et de branches à force de courir à travers les montagnes. Je te dois bien ça. Malgré son air fatigué, le chevalier frappa sa poitrine du poing en guise de salut, enfourcha le cheval et partit au galop vers Gourourian City. Eh, maître, que faisons-nous de ces voleurs? Je me suis retourné vers Arisa, qui avait terminé pendant que je parlais au chevalier. Derrière elle, une trentaine de voleurs étaient ligotés, désarmés et même assommés par la magie psychique d'Arisa. Cette bande de brigands poursuivait le chevalier du temple. 3 d'entre eux gisaient morts au bord de la route, mais c'était l'œuvre du chevalier, pas la nôtre. Lorsque mon radar m'a alerté de la poursuite, notre groupe a attendu à l'intersection, armé jusqu'aux dents, et a encerclé les voleurs dès leur arrivée. Nos ennemis étaient étonnamment bien équipés. La plupart portaient des armures et des épées de bronze, et 4 d'entre eux possédaient même des bâtons de feu et des bâtons de tonnerre, des outils magiques réservés à un usage militaire. Je m'inquiétais un peu de savoir où ils avaient trouvé tout ça. Le chevalier reviendra probablement avec des renforts, alors laissons-leur le soin du transport. J'étais plus que ravi de laisser les autorités compétentes s'occuper de l'élimination des bandits. Sur ce, j'ai ouvert ma carte pour enquêter. Après tout, il fallait libérer la prêtresse de l'oracle de la cachette des voleurs. Ils étaient 10 à la base, 7 femmes et 3 hommes. Les kidnappés étaient 4 hommes et 3 femmes. L'une des femmes capturées était le chevalier du temple qui gardait mademoiselle Sarah. Elle avait probablement été chargée de protéger la prêtresse de l'oracle avec Sir Is. J'ai pensé y aller seule, mais il y avait plus de personnes à secourir que prévu. J'ai donc choisi d'emmener quelques personnes avec moi. La magie psychique d'Arisa en faisait un atout essentiel, alors je l'emmènerai, elle, Lisa et peut-être une autre personne. Je vais au repère des voleurs pour sauver les kidnappés. Arisa, Lisa et Tama, vous venez avec moi. Le trio désignait Akiesa, mais Nana, Pochi et Mia semblaient mécontentes. Maître, permission d'accompagner? Pochi est indésirable, monsieur? J'y vais. Nana était impassible comme d'habitude, Pochi avait les larmes aux yeux et les joues de Mia étaient gonflées de colère. J'ai besoin que vous restiez ici tous les 3. Protégez Lulu et le chariot. Maître, les instructions pour défendre la base ont été enregistrées, je vous informe. Nana acquiesça immédiatement, mais Pochi et Mia ne se laissèrent pas influencer si facilement. Je leur ai tapoté la tête à chacun et j'ai répété mon explication. Pendant ce temps, Nana s'est rapidement alignée à côté des 2 autres, alors je l'ai caressée à son tour. Je vais avoir terriblement peur toute seule. N'y a-t-il pas de puissants épéistes ou de courageux magiciens pour me protéger? Comprenant ce que je voulais dire, Lulu s'est éclairci la gorge et a tenté bruyamment d'attirer l'attention des 2. Pochi vous protégera, madame. Pochi a été immédiatement captivé. À ces mots, les chevaux ont dilaté leurs naseaux et énié ce accent aigu. Je vous protégerai aussi, Ri et Effie, messieurs. Et vous, New et Bier. Zard aussi, bien sûr, messieurs. Pochi s'est empressé de rassurer chaque cheval par son nom. Les chevaux ont de nouveau énié ce accent aigu, comme pour dire, ouais, vous feriez mieux. Pendant que la conversation se poursuivait, j'ai continué à essayer de persuader le dernier réfractaire. S'il vous plaît, Mia. D'accord. Quand je me suis accroupie pour lui parler face à face, elle a accepté à contre-cœur et m'a serré dans ses bras. Arisa a crié, ah, de jalousie, mais j'ai fait semblant de ne pas l'entendre. Après avoir isolé les voleurs abattus avec 3 couches de barrière grâce à Abri, il était temps de se diriger vers leur repère dans la montagne. Nous avons couru le long d'un sentier étroit pour y arriver. Comme Arisa manquait cruellement de force physique, bien sûr, je la portais sur mes épaules. Au bout d'un moment, l'entrée de la grotte apparut derrière les arbres. Un poteau de barrière brisé, ou quelque chose de similaire, se dressait devant l'entrée, empêchant peut-être les monstres d'approcher. 2 hommes montaient la garde devant la grotte.
À notre arrivée, ils étaient en train d'accueillir d'autres membres de leur groupe. Comment ça s'est passé? Juste 2 petites filles stupides et un tas de butin minable. Un voleur portant 2 gros sacs répondit d'un ton grincheux à la question du gardien. Je pariais que les sacs contenaient des otages. Le cocher a abandonné les gosses et s'est enfui dans les montagnes, alors des nôtres l'ont poursuivi comme une bande d'imbéciles. J'espère qu'ils n'oublient pas que le chef leur a dit de le ramener vivant. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que ça change? Même s'il le ramenait, le patron finirait par le torturer à mort. Alors leur patron est une sorte de monstre sadique? Laissant Lisa et les autres dans les buissons, je me suis glissée vers les voleurs. Sans blague, depuis qu'elle a récupéré ce vase bizarre, le patron est encore plus fou que d'habitude. Tu veux dire celui avec ses robes violettes, avec toutes ses armes, ses bâtons de feu et tout ça? Ouais, je parie que ce truc est maudit. Pendant que les voleurs baissaient leur garde, je me suis interposée entre eux, assommant 4 d'entre eux avant qu'ils ne puissent réagir. L'un d'eux a tenté de déclencher une sirène, mais le sort de magie psychique d'Arisa, coup mental, l'a arrêté. Les 2 derniers ont jeté leurs sacs et ont attrapé leurs épées, mais j'ai rapidement repoussé les épées et rattrapé les sacs avant qu'ils ne touchent le sol. Faisant signe aux autres de me rejoindre, je leur fis attacher les voleurs inconscients. Vous allez bien, hein? On est sauvés? Le premier sac se révéla contenir une collégienne, qui regarda autour d'elle et marmonna, confuse. Sis. En sanglotant, une petite fille du même âge qu'Arisa jaillit de l'autre sac et s'accrocha au premier, qui était visiblement sa sœur. Arisa, occupe-toi de ces 2-là, s'il te plaît. Lisa et Tama, surveillez le retour d'autres voleurs. Je vais explorer la grotte. Sur ce, je me dirigeai vers la cachette. Les 3 voleurs qui revenaient n'avaient pas encore atteint le niveau 7, Lisa et Tama devraient donc pouvoir les gérer sans problème. À l'aide de ma carte de la grotte, je me dirigeai droit vers les personnes enlevées. Elles étaient rassemblées dans une grande pièce au fond de la cachette, avec la chef et son bras droit. Le nombre de prisonniers avait également diminué depuis notre départ. Il semblait que les bandits avaient tué 3 hommes. Il fallait se dépêcher. Des 6 voleurs restants, 4 femmes étaient rassemblées près d'un étang, et les 2 autres se dirigeaient vers l'entrée. J'ai assommé les 2 femmes alors qu'elles tournaient au coin, puis je me suis dirigée vers la pièce du fond. HMPH. Tu es là. Une voix de femme résonna dans le couloir où le chef retenait les otages. Regardant à l'intérieur depuis l'entrée, j'ai vu Dame Chevalier enchaînée au mur. Son armure avait été retirée jusqu'à la taille et sa chemise était déchirée, exposant un sein. Si la moitié inférieure de son armure était encore intacte, elle était probablement en sécurité pour le moment. J'ai balayé la pièce du regard pour évaluer la situation. Un homme d'âge mûr aux cheveux en bataille était assis à côté d'elle, essayant de lui montrer quelque chose avec une expression de plaisir gluante. À côté de lui se trouvait une voleuse, lourdement maquillée et vêtue d'une tenue légère, qui lançait un regard noir à Lady Knight et ricanait cruellement. Les autres victimes étaient enfermées dans une cage non loin de là, le regard vide fixé sur le sol. Dans un coin de la pièce s'élevait un amas de corps mutilés. Il ne semblait y avoir aucun piège, alors j'ai choisi d'en finir rapidement. Allez, ce n'est pas drôle si tu abandonnes si vite. Je veux te voir te battre. Arrête, éloigne-moi cette chose. L'homme répugnant tenait une guêpe de la taille d'un chiot, les ailes arrachées. D'après l'affichage de la réalité augmentée, il s'agissait d'une abeille cadavre, un monstre horrible qui pondait des œufs dans les cadavres d'animaux, où ses petits transformaient le cadavre en nourriture grâce à un poison putréfiant. Un véritable cauchemar. Voyons voir ce qui se passe si cette chose te pique. Je n'avais aucune envie de voir une chose pareille arriver à une femme, alors j'ai pris un caillou dans le stockage et je l'ai lancé sur l'abeille cadavre, la détruisant. Qui ose? Couvert des fluides verts de l'abeille cadavre, le voleur s'est retourné de rage. Sans prendre la peine de répondre à sa question, je l'ai rapidement éliminé. Quelques cailloux dans les genoux ont envoyé 2 autres bandits à terre. Ils m'ont crié des obscénités depuis le sol, alors je leur ai donné un coup de pied dans le ventre pour les faire taire. Cela devrait les maintenir inconscients pendant une bonne demi-heure. Dame Chevalier clignait encore des yeux de surprise, essayant de comprendre ce qui venait de se passer, quand je m'approchai d'elle. Thévouette, de la baronnie de Munot. Je couvris sa poitrine d'un tissu, puis brisai les liens de ses poignets avec un couteau. Elle aussi avait été éclaboussée par des abeilles mortes, alors je lui tendis une serviette et une gourde d'eau. Merci, Sir Pendragon. Mais comment avez-vous trouvé cet endroit? Nous l'avons extorqué à des voleurs qui poursuivaient un jeune chevalier du temple. Tandis que Dame Chevalier cherchait son équipement volé, je me tournai vers les personnes enfermées dans la grande cage de fer. Je suis là pour vous secourir. Je vous ferai sortir de là bientôt, alors tenez bonne encore un peu, s'il vous plaît. Je souris doucement aux personnes enlevées tandis qu'elles exprimaient un faible cœur de gratitude, puis je regardais sur la carte où se trouvait la clé. Ah, elle était sur un bureau contre le mur. Un jeune chevalier du temple? Il est avec vous, alors? Non, je l'ai envoyé chercher des renforts à Gururian City.
Je répondis aux questions de Dame Chevalier en m'approchant du bureau en désordre. La première chose que je remarquai fut un vase au centre. Son motif était suspect, principalement composé d'yeux et de bouches. D'après l'affichage de Lara, ce récipient à couvercle s'appelait une urne de malice. Il devait être lié à cette jarre du chaos, dont le démon que j'avais vaincu à Muno City disait qu'elle était nécessaire à la résurrection. Il avait probablement accumulé du ressentiment et d'autres émotions négatives en tout genre. Ce devait être le vase dont les voleurs se plaignaient, celui qui avait rendu leur chef fou. Ouvrir le couvercle vous mauditerait sans doute immédiatement, alors je le mis rapidement en réserve. Une fois arrivé à la vieille capitale, je pourrais probablement le faire purifier par la sainte femme du temple de Tenion. J'ai trouvé la clé peu après et j'ai libéré les captifs de leur cage. Tu es en sécurité maintenant. Merci. J'ai tendu la main à une femme d'une vingtaine d'années qui portait un bébé. Le dernier survivant avait le visage tuméfié et un bras semblait cassé. Quelles blessures atroces. Les bandits l'ont tabassé quand il a essayé de nous protéger. J'ai dû protéger ma femme et ma fille, n'est-ce pas? L'homme grimaça de douleur, essayant de sourire. J'étais surpris qu'il n'ait pas été tué, jusqu'à ce que je voie s'aligner sur l'écran de Lara. D'après son profil, c'était un noble de haut rang de l'ancienne capitale. Il l'avait probablement gardé en vie pour exiger une rançon. Il était grièvement blessé, alors je lui ai donné une potion magique de moindre qualité pour soigner ses fractures. C'était un produit de haute qualité que je n'avais pas eu l'occasion d'utiliser depuis un moment. C'est une potion? Merci. Comme s'il venait de recevoir un verre d'eau, l'homme avala la potion avec gratitude. Eh bien, je serai damné. C'est déjà guéri. C'est une bonne chose. L'efficacité de la potion surprit l'homme. Je suis Tolma. Voici ma femme, Ayuna, et ma fille, Mayuna. Si vous allez dans l'ancienne capitale, rendez visite au vicomte Siemon. Je jure sur le nom des Siemon que vous y trouverez un accueil chaleureux. Le vicomte. Si je me souvenais bien, le vicomte Siemon dont parlait monsieur Tolma tenait un atelier de parchemin dans l'ancienne capitale. Si monsieur Tolma était son frère cadet, ce lien pourrait être un coup de chance inattendu. Et sa fille, Mayuna, était là, prêtresse de l'oracle. Je lui souris, et elle émit un étrange gargouillement. Il fallait qu'elle soit un bébé exceptionnellement courageux pour ne pas pleurer dans un endroit pareil. Monsieur Tolma s'était présenté, alors j'en fis autant. Un noble de la baronnie Muno? J'ignorais que mon cousin Germain avait pris un vassal. Il va bien, alors? Lui et le baron Muno étaient donc étroitement apparentés. Le baron avait bien dit qu'il venait de l'ancienne capitale, donc c'était logique. Tandis que monsieur Tolma et moi poursuivions cette conversation fade, mademoiselle Ayuna poussa soudain un cri à glacer le sang. La cause en était Dame Chevalier, qui avait pris sa revanche. Du sang coula de son épée tandis que les têtes des voleurs s'éloignaient. D'habitude, je n'appréciais pas de tuer quelqu'un qui ne pouvait résister, mais sa vengeance était probablement naturelle, vu qu'elle avait failli rejoindre le tas de cadavres dans la salle. Il n'y avait aucune loi interdisant de tuer des bandits dans le royaume de Shiga, mais je n'approuvais pas totalement. Quoi? Elle me fusilla du regard. Allez-vous me dire que c'était peu chevaleresque? Je ne vous dirai pas de ne pas tuer les voleurs, mais abstenez-vous au moins de massacrer des gens devant les autres. D'accord, je ferai plus attention la prochaine fois. Remettant son épée au fourreau, elle alla remettre son armure dans un coin de la pièce. Franchement, c'est vraiment dégoûtant. Je ne veux pas voir ça. J'ai envoyé les captifs secourus rejoindre Lisa dehors, capturer les autres voleuses, récupérer du butin et trouver un moyen de transport avant de retrouver tout le monde. Le transport en question comprenait un chariot couvert, une bête de somme appelée Dulalcosaure, qui semblait être un croisement entre un hippopotame et un dinosaure, un animal de selle ressemblant à un vélociraptor appelé rhunosaure, et des chevaux. Maître, ce rhunosaure est un excellent destrier. Ses mouvements sont très agiles. Et il tourne tellement vite, miaou. Lisa et Tama furent impressionnés par le rhunosaure. Curieusement, Tama ajouta un miaulement à sa phrase, probablement dû à Arisa. Incapable de voir autour du cou du rhunosaure assis, Tama se tenait debout sur la selle pour actionner les rênes. La créature était plutôt docile, malgré son apparence carnivore. Avant de monter dans le chariot tiré par le Dulalcosaure, je tendis à monsieur Tolma une dague en mithril et un sac de voyage que j'avais trouvé dans la cachette. Oh, c'est ma dague avec les armoiries de la famille. Alors, elle vous appartient bien. Comme l'affichage de réalité augmentée le confirmait, je le lui ai rendu. J'apprécie sincèrement tout ce que vous avez fait. Cela m'aidera sûrement à sauver la face quand je retrouverai mon frère. Merci, sœur Pendragon, merci. Vous pouvez m'appeler Satou. Très bien, sœur Satou. Je ne manquerai pas de vous remercier dans la vieille capitale. Monsieur Tolma marqua une pause, puis reprit, un peu gêné. Contrairement à mon cher frère, j'ai relativement peu d'argent à donner, mais je suis toujours un homme de bonne réputation dans la haute société. Je suis sûr que je pourrais vous être utile. De toute façon, je n'avais pas vraiment envie de faire mes débuts dans la haute société,
alors j'ai demandé à monsieur Tolma de me parler de la vieille capitale en chemin. Mieux encore, pendant le trajet, il m'a promis une visite de l'atelier de parchemin. Eh bien, si vous êtes collectionneur de parchemin, que pensez-vous de ceci? Ces deux-là ont déjà servi, mais ce parchemin de flèche télécommandé est encore tout neuf. Êtes-vous sûr que je peux le prendre? Bien sûr, absolument. Il n'a pas la même valeur que la dague que vous avez rendue, mais si vous le souhaitez, je suis ravi de vous le donner. J'acceptai avec gratitude le parchemin que monsieur Tolma sortit de ses bagages. Plus tard, lorsque j'enregistrais flèche télécommandée dans le menu magique et que je la testais, son fonctionnement était assez similaire à celui de flèche magique, mais sa capacité de guidage semblait bien pratique. Fidèle à son nom, le Dulalcosaure était presque aussi rapide qu'un âne. Nous avons donc rejoint Lulu et les autres avant le retour du chevalier du temple Is avec des renforts. Sir Is amenait 30 chevaliers et yeomen du vice-roi. 24 d'entre eux partirent dans les montagnes pour traquer les criminels restants. Eh bien, je vous laisse le reste. Oui, monsieur, nous protégerons les voleurs au péril de notre vie. Le vieux yeoman, à l'air honnête, s'attela à la tâche avec un sourire confiant. Il mena 5 autres chevaliers et yeomen au transport des prisonniers. Ils étaient censés convaincre les voleurs, littéralement, de tirer le chariot sur des zones inaccessibles aux lance-scorpions. Sur Terre, ils seraient probablement poursuivis pour maltraitance de prisonniers, mais dans ce monde, les prisonniers n'avaient aucun droit. Ils acceptaient docilement leur sort, et s'ils refusaient, ils seraient décapités sur le champ, alors je suppose que je ne pouvais pas les blâmer. Bref, je chassais mon esprit de toute idée de châtiment et retournais à mon chariot. Tama et Pochi chevauchaient le rhinosaure, tandis que Lisa, Nana et Mia étaient à cheval. Pochi, Tama et Mia ne cessaient de jeter un coup d'œil à l'intérieur, apparemment fascinés par le bébé. Les chevaliers du temple, après avoir fêté leur retrouvaille, étaient également en attente sur leur monture. Maître, regardez ce que Lisa nous a donné, monsieur. Me remarquant, Pochi esquissa un sourire fier du haut du rhinosaure. Apparemment, Lisa préférait garder son cheval préféré. Maître, Arisa et les autres sont dans la voiture. Lulu fit un rapport depuis la place du cocher, alors j'acquiesçai et montai à mon tour. En route, Lulu. Oui, maître. La technique de Lulu comme cocher s'était améliorée ces derniers temps. Quand nous nous mettions en route, nous n'accélérions pas plus que nécessaire. Je n'ai jamais voyagé dans une voiture aussi belle. Elle est tellement moelleuse. C'est sympa, non? On a enfin ces sièges confortables il n'y a pas longtemps. En face d'Arisa et moi, les sœurs villageoises que nous avions secourues étaient toutes excitées. Mon Dieu, quelle promenade confortable. Elle est aussi bien que notre voiture à la maison. Je suis honoré de vous entendre dire ça. Monsieur Tolma, assis sur l'un des sièges libres à l'arrière, examinait l'intérieur avec un vif intérêt. C'était vraiment cher, non? Tolma, ne soyez pas impoli. Assise à ses côtés, mademoiselle Ayuna réprimanda son mari pour sa question plutôt indélicate. La petite Mayuna, jusque-là silencieuse, se mit à gémir. Laura indiquait qu'elle avait faim. Mademoiselle Ayuna commençait à ouvrir sa chemise, alors je détournai rapidement le regard. Avec le bébé qui pleurait en arrière-plan, nous continuâmes sur la route longeant le grand fleuve. J'étais tenté de continuer à avancer jusqu'à Gururian City, mais sur les conseils des 2 chevaliers du temple, nous nous sommes arrêtés dans un village en chemin pour la nuit. On m'avait dit que la route était dangereuse la nuit à cause des monstres de la rivière. Je n'avais rien vu de tel sur ma carte, donc c'était probablement de la superstition. Et, désolé d'arriver avec autant de monde comme ça. Non, ce n'est pas grave. Le chef du village répondit à la remarque amicale de monsieur Tolma par un léger cri. Je ne pouvais pas lui en vouloir, vu qu'un noble de haut rang de l'ancienne capitale et des chevaliers du temple s'était soudainement présenté à sa porte. Sur la carte, de nombreuses villageoises se cachaient dans une grange loin de chez le chef. Peut-être pensait-elle que nous étions là pour chercher des femmes. Je ne savais pas si je devais être insulté ou simplement m'excuser de les avoir effrayées. Quoi qu'il en soit, je devais leur donner un peu d'argent et des provisions en guise de remerciement pour leur accueil avant notre départ demain. Je suis vraiment désolé de vous héberger dans un endroit aussi inconvenant. Est-ce une salle de réunion? Oui, je crains que ce soit la seule pièce assez spacieuse pour accueillir un groupe aussi nombreux. Le chef du village, anxieux, nous avait conduits vers une maison de plein pied en face de chez lui. L'immense pièce faisait plus de 150 pieds carrés. Un groupe de femmes âgées préparait déjà un banquet. Juste au moment où les estomacs de Pochi et Tama commençaient à se manifester, le dîner arriva enfin. Chacun reçut un plat composé d'une soupe de haricots, de sardines séchées et de champignons, ainsi qu'une assiette contenant une galette savoureuse aux champignons et aux herbes et un petit poisson grillé. Waouh, quel festin! C'est incroyable, non, ma grande sœur? C'est comme un banquet. J'avais supposé que c'était un repas standard pour le village agricole, mais leurs commentaires laissaient entendre qu'il était exceptionnel pour des villageois ordinaires comme les sœurs que nous avions secourues.
C'était juste ce qu'il fallait pour Lulu, Mia et moi, mais ce ne serait peut-être pas suffisant pour les filles bêtes. D'ailleurs, Tama et Pochi cherchaient déjà à en manger. Monsieur Satou, qu'est-ce qu'il y a? La sœur aînée tira nerveusement sur ma manche. On n'a pas assez d'argent pour payer toute cette nourriture. Ne t'inquiète pas, c'est moi qui paye, d'accord? Détends-toi et mange. Oh, d'accord. J'encourageais la jeune fille inquiète à retourner s'asseoir. Monsieur Tolma et les chevaliers du temple ne semblaient pas avoir d'objection à la présence de roturiers ou de demi-humains. Mon Dieu, quel humble repas. Ce n'est pas si mal de manger comme les pauvres de temps en temps. Tant que c'est mangeable, où est le problème? Tolma, n'insulte pas les braves gens qui nous ont préparé ça. Mademoiselle Ayuna s'empressa de réprimander son mari pour ses remarques grossières. Le chef du village et les vieilles femmes qui avaient préparé le repas se raidirent, alors je le couvris rapidement. Veuillez pardonner à mon compagnon de voyage. Nous vous remercions du fond du cœur pour votre gentillesse. Oh, ce n'est pas la peine, monsieur. C'était peut-être mon imagination, mais je commençais à soupçonner que le chef du village me prenait pour le noble de l'ancienne capitale. Tolma et sa femme portaient des vêtements de voyage normaux, alors ma robe finement taillée me donnait probablement l'air d'un aristocrate. D'ailleurs, j'étais le seul à avoir une assiette de trop. Je la partagerai avec qui en voudrait plus tard. Alors, à table, malgré les remarques de monsieur Tolma sur la nourriture, il fut le premier à se frotter les mains avec gourmandise et à se jeter à corps perdu. Il était aussi rapide qu'un écolier qui aurait raté le déjeuner, mais le noble mangeait toujours impeccablement. Ayuna et les villageoises l'imitèrent et commencèrent à manger. Elles étaient plutôt rapides, elles aussi. Merci pour le repas, s'exclamèrent mes enfants en chœur avec Arisa, puis ils commencèrent à manger. C'était un peu plus simple que d'habitude, mais aucune des filles ne se plaignit. Mia et Tama échangèrent même du poisson et des légumes. Le repas se déroula normalement, mais Pochi et Tama se comportaient un peu bizarrement. J'étais contente de les voir manger plus lentement, il y avait moins de nourriture que d'habitude, mais lorsqu'ils eurent terminé la moitié de leur repas, leurs yeux commencèrent à se poser sur leurs assiettes, puis sur mademoiselle Ayuna et son bébé. Puis ils se levèrent et lui apportèrent leurs assiettes. Que se passe-t-il? On va partager? Vous pouvez en prendre la moitié, madame. Ils tendirent leur plat à mademoiselle Ayuna. Pour une raison inconnue, ils avaient l'air sérieux, voire peinés. Allez, allez, il n'y a peut-être pas beaucoup à manger, mais on ne va quand même pas manger les restes d'esclaves demi-humains. L'insulte de monsieur Tolma n'était pas particulièrement forte, mais mal placée, si bien qu'elle résonna dans la pièce silencieuse. En entendant cela, Tama et Pochi se plissèrent les oreilles. Tolma, combien de fois dois-je te répéter de réfléchir à qui tu parles avant de parler ouvertement? Mademoiselle Ayuna se leva de sa chaise et s'en prit à son mari pour son faux pas. Soudain, sa main se tendit brusquement. Après avoir reçu une bonne claque sur la tête, monsieur Tolma leva vers mademoiselle Ayuna un regard misérable. J'aurais bien voulu lui dire ce que je pensais, mais mademoiselle Ayuna l'avait déjà réprimandé. J'ai choisi de ne pas essayer de la suivre. Vu l'énorme écart de richesse entre riches et pauvres dans ce royaume, cela aurait pu paraître une réaction naturelle pour Tolma, mais à mon avis, ce n'était pas une excuse pour m'en prendre à ces filles bien intentionnées. Désormais, je vais juste l'appeler Jackass, du moins mentalement. Oh, mais oublions Jackass. Je devais m'occuper de Tama et Pochi. Qu'est-ce qui ne va pas? Les bébés doivent beaucoup manger, sinon ils vont mourir? Les bébés pleurent quand ils n'ont pas de tétons, monsieur. Je n'ai pas bien compris ce qu'ils voulaient dire, mais c'était peut-être pour cela qu'ils agissaient si bizarrement. À bien y penser, et s'ils pensaient que le bébé mourait de faim parce qu'il avait pleuré tout le long du chemin? Maître, quand nous étions avec notre ancienne propriétaire, il y avait une femme léopard qui avait un enfant. Elle était incapable de produire du lait maternel, peut-être parce que nous avions si peu à manger, et le bébé était sur le point de mourir de faim. Alors, nous, les esclaves demi-humains, partagions la moitié de notre nourriture avec la mère et l'enfant. J'imagine que c'est à cela qu'ils font référence maintenant. Je vois. Eh bien, Tama et Pochi, c'était très gentil de votre part. Mais ne vous inquiétez pas, le bébé va très bien. Alors vous pouvez manger le reste vous-même, d'accord? L'explication de Lisa éclaira le raisonnement des filles. Leur ancienne maîtresse avait effectivement semblé assez cruelle pour faire une telle chose. Mademoiselle Ayuna leur caressa la tête. Merci de vous inquiéter pour nous. Pendant ce temps, son abruti de mari se gratta la tête et se plaignit du manque de bière. Les villageois semblèrent entendre les exigences de Jackass, mais aucun ne répondit. Après que mademoiselle Ayuna et moi leur ayons parlé, Tama et Pochi hochèrent docilement la tête et retournèrent à leur place. Puis, après le repas. Je suis tellement désolée pour mon mari. Aïe, je retire ce que j'ai dit, Ayuna, arrête de me tirer l'oreille. Je ne pense pas, je ne te pardonnerai pas tant que tu ne t'excuseras pas auprès de ces enfants. Toujours souriant, mademoiselle Ayuna entraîna son mari vers elle pour s'excuser. Sire Satou, je suis désolée d'avoir rejeté la gentillesse de vos esclaves.
Ne devriez-vous pas vous excuser auprès de quelqu'un d'autre? Non, c'est une convenance entre nobles. Et puis, comme je l'ai dit, beaucoup d'esclaves demi-humains sont impurs, tu sais. Et si tu partageais un repas avec eux et que tu attrapais une étrange maladie? Je ne peux pas laisser ma femme et ma fille malades. Ils s'inquiétaient donc du système immunitaire affaibli du bébé? C'était logique, je suppose. Ne discutez plus. Sœur Tolma, j'accepte vos excuses. Mettons fin à cette affaire. Vraiment? Eh bien, j'apprécie. Nous allions voyager avec ce crétin jusqu'à Gururian City. J'allais absolument profiter de cette connexion pour voir l'atelier de parchemin, mais je devais faire attention à ne pas l'empêcher d'interagir avec mes enfants à l'avenir. Je veux bien les élever, après tout.